On est un peu plus de 130, on va commencer bientôt vers 20h40. En attendant quelques petites informations, les différents camarades de Révolution Permanente sont actuellement, depuis 18 heures à peu près, en train de mener une campagne sur les réseaux sociaux et notamment Twitter pour les masques gratuits, dans le sens où il y a 2 semaines, les masques ne servaient à rien, il ne fallait pas les mettre, etc. etc. Et aujourd'hui, ils sont obligatoires dans les transports à partir de lundi et surtout extrêmement chers, puisque la plupart des boîtes capitalistes qui les produisent profitent de la pandémie pour s'enrichir sur le dos des plus précaires, des plus pauvres. Déjà que de nombreuses personnes ont du mal à boucler les fins de mois en temps normal, quand on doit utiliser 3 ou 4 masques par jour, dont le prix a été augmenté par 12 dans certains cas, c'est juste inadmissible. Donc, pour ceux qui auraient Twitter, je vous invite à participer à la campagne avec le hashtag masque gratuit au pluriel et pour essayer de peser sur la balance et de faire entendre la voix des plus précaires, des opprimés et des plus faibles sur cette question et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent, c'est-à-dire nous. Également, je vous rappelle que si vous êtes intéressé pour mener plus de discussions avec nous, que ce qu'on raconte vous intéresse, on organise différents CRP, donc c'est-à-dire des cercles de révolution permanente virtuels sur Zoom, tout comme ces séminaires. Ces comités regroupent différentes personnes de différents milieux. Ça peut être suivant votre secteur d'activité, que vous soyez étudiant, lycéen, que professeur, que vous travaillez dans les transports, dans la culture, dans la santé, etc. etc. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche actuellement dans le chat, c'est-à-dire comité au pluriel.virtuel au pluriel également .rp@gmail.com et on fera en sorte de bien vous accueillir. Également, une autre annonce en attendant Jean-Philippe. Samedi soir, donc samedi 9 à 22h, sur la page Facebook de Révolution Permanente, on organise une projection d'un film qu'on a réalisé qui s'appelle Les petites mains invisibles, qui parle d'une grève du personnel de nettoyage des gares du 9-3, d'il y a 2-3 ans maintenant, j'ai plus la date en tête, et qui sera donc c'est un film sur cette grève qui est une grève victorieuse. C'est assez rare pour le souligner, et notamment au vu de la précarité inhérente de ces travailleuses. Et le film sera présenté par Anas, que vous connaissez fin 2017, me dit allez dans le chat, merci. La présentation sera faite par Anas, que vous connaissez certainement, membre de Révolution Permanente, et Fernande Bagou, qui a participé à la grève. C'est un très joli film que je vous invite à voir, si possible samedi avec tout le monde pour pouvoir en parler dans le chat, mais également plus tard si vous n'avez pas la possibilité. Ben dit que le film est très bien, je recommande. C'est vraiment, moi je l'ai vu, ceux qui l'ont vu, c'est à 22h samedi sur la page Facebook de Révolution Permanente. Ceux qui l'ont vu, ça fait les larmes aux yeux, quoi. Et pour une fois, c'est des bonnes larmes, c'est pas des larmes de dégoût, de tristesse, c'est des larmes de joie de notre camp social qui réussit. Aujourd'hui, la séance, elle va se passer un peu comme d'habitude. On commence à être un peu habitué. Donc, Jean-Philippe va bientôt se connecter. Il va vous faire donc une présentation qui va durer entre 40 et 50 minutes sur l'histoire de la Révolution russe, qui devrait être extrêmement intéressant. Pendant toute la présentation, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On les lit toutes. Et on essaie de les regrouper, de les recouper pour les poser pendant à peu près 45 minutes, 1 heure à la suite de la présentation de Jean-Philippe pour pouvoir répondre au maximum de questions et développer un petit peu. Au-delà de ça, je vous informe également que lundi prochain, pour ceux qui participent à l'autre séminaire, il n'y aura pas de séminaire Marx la semaine prochaine, lundi prochain, parce qu'on a fini un premier cycle de 3 séances. On vous laisse un petit peu vous reposer. Vous êtes extrêmement assidus. C'est un vrai plaisir d'animer tout ça.
Et on recommencera le lundi prochain, donc lundi 18, si je ne me trompe pas, avec un cours sur je perds mes mots, sur l'impérialisme, qui sera animé par Philippe. Donc, ce sera extrêmement intéressant. L'impérialisme, dans les grands traits, c'est comment les nations les plus riches, capitalistes, modernes, occidentales, volent par tout un tas de stratégies les ressources naturelles, mais pas seulement. En fait, ce que va vous montrer Philippe, c'est les liens avec le capitalisme mondial. Ça va être extrêmement intéressant. Donc, je vous invite à noter cette date donc du lundi 18 à 20h30 pour le retour du séminaire Marx, qui s'appellera plus forcément comme ça. On vous tiendra au courant par mail si vous êtes inscrit. Également, la semaine prochaine, on continue le séminaire jeudi prochain sur l'histoire des révolutions, donc jeudi 14. C'est moi-même qui animerai et qui ferai la présentation autour de la révolution de 1848. Et le jeudi encore d'après, ça sera sur juin 36. On garde la suite du programme un petit peu en retrait, mais on a encore beaucoup d'idées pour vous autour de ces questions. Donc, il est 20h40, on est déjà 163. Je vous remercie à tous d'être là. Est-ce qu'il y a un rappel par mail pour le film? J'ai peur d'oublier. Si tu suis la page Révolution Permanente, tu devrais avoir les infos, on va les repartager. Et sinon, n'oublie pas les petits post-it, ça peut toujours être utile. Donc voilà, on va bientôt commencer. Est-ce que Jean-Philippe est connecté? Je ne le vois pas. Donc voilà, j'espère que ça va. Petit post-it collé sur le PC, c'est parfait. Et Jean-Philippe arrive en même temps. Jean-Philippe, est-ce que tu m'entends? Oui, oui. Ben, c'est parfait. Vous m'entendez aussi, donc très bien. Alors, bonsoir à toutes et tous. La période qui va de février à octobre 1917 en Russie est sans doute est une des plus denses de l'histoire, si ce n'est la plus dense. Pour nous, c'est en tout cas la plus importante, puisque et la plus riche d'enseignements, puisque s'installe à son terme le seul gouvernement des travailleurs révolutionnaires qui a existé dans l'histoire. Autant dire que faire en moins de 50 minutes, c'est une gageure et qu'il va falloir synthétiser, schématiser, passer sur des choses. Mais bon, essayons, allons-y. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la Russie avant la Révolution? C'est un pays arriéré, pour l'essentiel, à 85% rural, avec 70% de paysans, en majorité misérables, qui depuis la fin du servage survivent sur de tout petits lopins de terre, le plus souvent sans chevaux de traction et avec de mauvaises charrues en bois. Il y a des révoltes fréquentes, écrasées dans le sang. Les grandes propriétés terriennes sont entre les mains de la noblesse, souvent dans le cadre d'intérêts croisés avec les banques et des groupes capitalistes. Alors, en même temps, il y a une industrialisation qui est tardive, mais rapide, avec pour conséquence une forte croissance du prolétariat industriel qui devient, sinon le plus important. En 1914, il y a dans le pays, en dehors de l'appareil d'État, il y a 10 millions de salariés, dont environ 3 millions d'ouvriers de l'industrie. Mais en tout cas, c'est le prolétariat le plus concentré au monde. En 1914, 54% des ouvriers russes travaillent dans des usines de plus de 500 ouvriers. Aux États-Unis, la proportion est de 31%. C'est un pays jeune. L'industrialisation et la modernisation s'accompagnent d'une très forte natalité. La population passe de 129 millions d'habitants en 1897 à 160 en 1914. Donc, cet exode rural provoque la formation d'un nouveau prolétariat d'origine paysanne récente, qui est très exploité, mais qui se cultive et se politise à grande vitesse. Il y a eu également une explosion du nombre des étudiants, mais auquel le régime tel qu'il fonctionne n'offre pratiquement aucune perspective de carrière, et une influence croissante de la culture, notamment occidentale, les Lumières, et du marxisme.
Près de la moitié de la population de l'Empire des Tsars, comme on l'appelle, appartient en outre à des nations et nationalités qui sont opprimées, hein, depuis les confins orientaux jusqu'à la Finlande et à la Pologne, qui n'ont même pas de droit légal à l'autonomie culturelle. Les noms des villes sont remplacés par des noms russes, l'enseignement de la langue nationale est interdit, etc. Alors, ce régime autocratique est bâti sur le triptyque famille régnante, noblesse, église orthodoxe, et il se maintient grâce à un très gros appareil d'État administratif et de répression. Bon, il y a une forte présence dans ce nouveau capitalisme qui s'installe du capital international, surtout français et anglais. La bourgeoisie russe reste embryonnaire et très faible. Les libertés démocratiques sont pour l'essentiel absentes, ou alors épisodiques et limitées. Le Parlement, qui s'appelle la Douma, où s'affrontent principalement le parti du tsar et le parti ou les partis de la bourgeoisie, est élu sur une base censitaire. Donc, pour voter, il faut être riche ou payer des impôts directs d'une minorité de la population. Ce Parlement a des pouvoirs consultatifs, puisque toutes ces lois doivent être confirmées par un Conseil d'État nommé directement par le gouvernement. Et en outre, le gouvernement tsariste le dissout assez régulièrement quand il fait des choses qui ne lui plaisent pas. La combativité des masses est très importante. La révolution de 1905, première révolution russe, qui a duré 1 an et demi, hein, a été le premier grand ébranlement. Il y a eu ensuite un reflux face à la férocité de la répression, une nouvelle montée des luttes à partir de 1910, puis un nouveau recul en 1914 avec le début de la guerre mondiale, quand s'est installé un climat d'union nationale. Mais ensuite, les grèves et mobilisations ouvrières ont repris avec force dès la fin de 1915. On est en pleine guerre mondiale, hein, à laquelle la Russie participe évidemment, en alliance avec la France et l'Angleterre, la Grande-Bretagne. La guerre et les défaites qui s'accumulent face aux armées allemandes et austro-hongroises aggravent toutes les contradictions de la société et poussent aux décantations politiques. Les conditions économiques des masses sont, avec cette guerre, de plus en plus catastrophiques, et les soldats, qui sont des conscrits dans leur très grande majorité, des moujiks, c'est-à-dire des paysans pauvres, ils veulent désormais, avant 1917, rentrer chez eux. Et puis, il y a une autre caractéristique du dispositif militaire tsariste qui va s'avérer, un peu par hasard, une aide fondamentale pour le développement de la révolution. La grande majorité des régiments qui sont placés en réserve du front, qui sont chargés de la formation des nouveaux conscrits qui doivent ensuite monter au front, se trouvent en effet dans la capitale, Saint-Pétersbourg, qui s'appellera Pétrograd après la révolution de février, et que les staliniens ensuite appelleront Léningrad. Dès le début, ces régiments, c'est beaucoup de monde, c'est entre 215 000 et 300 000 soldats selon les estimations, hein, pour près de 4 millions qui se trouvent en permanence au front, sont très majoritairement acquis à la Révolution. Et on verra plus tard que leur évolution vers l'extrême gauche, et principalement vers les bolcheviks, sera un facteur décisif pour la victoire, y compris en octobre. Alors, pour finir cette présentation, cette introduction, il faut parler du mouvement ouvrier et du marxisme dans le pays. Première chose, du fait de la répression permanente, il n'y a pratiquement pas de syndicats. Les syndicats sont en général interdits, réprimés dès qu'ils commencent à contester quelque chose ou à trop revendiquer. Donc, pour porter leurs revendications au sein de l'usine, les travailleurs ont pris l'habitude d'élire parmi eux des délégués qui vont aller voir le patron ou le directeur. De cette habitude, ainsi que des traditions communautaires dans les villages, dont cette jeune classe ouvrière est fraîchement issue, sont nés lors de la Révolution de 1905 les soviets, qui sont des conseils de délégués ouvriers élus directement par les travailleurs et révocables à l'occasion de fréquentes réélections. Le premier soviet est apparu en 1905 à Saint-Pétersbourg, où son second et dernier président a été un jeune homme de 26 ans, du nom de Léon Trotsky. Ensuite, ils se sont répandus dans le pays. Il y a environ 50 soviets en 1905 dans les grandes villes. 1905 a été une révolution ouvrière et démocratique, pas directement socialiste, quoiqu'elle l'était en germe, qui a été donc finalement vaincue par la répression parce que la classe ouvrière n'était pas assez forte et expérimentée, et parce qu'elle ne disposait pas du soutien des campagnes et donc de la troupe majoritairement d'origine paysanne.
Autre conséquence de l'absence de tradition syndicale, les travailleurs et les masses sont poussés en Russie, en 1917 et avant, à s'organiser directement dans des partis politiques. Alors, deux grands courants se sont constitués. Les populistes, entre guillemets, ce n'est pas les populistes d'aujourd'hui, héritiers des narodniki du siècle précédent, et les marxistes. Alors, les premiers sont les sociaux ou socialistes révolutionnaires, les SR. Donc, ils ont leur origine chez les narodniki du 19e siècle, terme qu'on peut traduire par les hommes du peuple, organisés dans une relation qui s'appelait la Narodnaya Volia, la volonté du peuple. De composition essentiellement petite bourgeoise, ce courant défend un socialisme paysan basé sur les traditions communautaires, dans l'espoir de stimuler la prise de conscience de la paysannerie qu'il trouve trop lente, et en outre de forcer le régime à concéder des libertés démocratiques. Il a en outre l'habitude d'organiser des actions exemplaires, principalement des attentats ciblés contre des représentants ou figures de l'autocratie. Les SR ont l'habitude d'assassiner des agents ou des dirigeants du régime. Les bolcheviks, non, les bolcheviks se contentaient, enfin les sociodémocrates, de cambrioler des banques. En 1880, pour financer leur activité. En 1887, après un attentat manqué contre le tsar Alexandre II, 7 conjurés narodniki ont été pendus, et parmi eux, il y avait le frère aîné de celui qui se fera ensuite connaître sous le nom de Lénine. Alors, le parti SR est fondé en 1901 en reprenant cette tradition du 19e siècle. Clandestin comme les autres partis de gauche, il devient la force politique la plus influente dans les campagnes. Comme les autres partis, il est traversé de tendances et de fractions. Dès avant 1917, il a eu 2 scissions d'une certaine importance. Une sur la gauche avec un groupe qu'on appelle les SR maximalistes, que l'on peut dire anarchisants, et qui auront une existence pendant plusieurs années dans les soviets. Et une sur la droite avec les Troudoviks, qui signifie travaillistes, une fraction du parti SR légaliste sous le tsarisme, la monarchie, dont le dirigeant le plus connu était un certain Alexandre Kerensky, dont on entendra parler de nouveau après. Alors, à l'ouverture de la Grande Guerre en août 1914, une autre dissidence est intervenue dans le parti SR lorsqu'un secteur, avec à sa tête un militant qui s'appelle Nathanson et la militante très connue Maria Spiridonova, refuse l'union sacrée, c'est-à-dire l'alignement sur l'autocratie, le régime, pour défendre la nation contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Alors, cette fraction décide cependant de rester au sein du parti. Elle se formera en parti indépendant, qui s'appellera les SR de gauche, qu'après avoir été exclus du parti, après le 2e congrès pan-russe des soviets, qui s'est réuni le même jour que l'insurrection d'octobre, ce qui aura des conséquences très négatives. Une de ces conséquences, c'est que les listes électorales pour l'Assemblée constituante, qui se réunira après, en janvier 1918, elles ont été mises en place avant la Révolution d'octobre. C'est des listes du parti SR uni, avec toutes ses composantes. Et comme les SR de droite monopolisent l'appareil, ils ont 90% des candidats. Et c'est une des raisons pour lesquelles la coalition entre SR de droite et mencheviks sera majoritaire dans l'Assemblée constituante. Alors que dans les soviets, c'est les bolcheviks alliés aux SR de gauche qui sont majoritaires aussi bien dans le soviet ouvrier et soldats que dans les soviets de paysans, où les SR de gauche sont la force principale. Et j'en arrive au Parti ouvrier social-démocrate de Russie, POSDR, qui a été fondé en 1898, mais qui tient son premier véritable congrès en 1903. Et ce congrès-là, débouche tout de suite sur une division entre ceux qu'on appellera les bolcheviks majoritaires, ça veut dire majoritaire le terme, et les mencheviks minoritaires. Alors, une attribution de termes qui résulte du hasard, puisqu'à l'ouverture du congrès, c'est les minoritaires qui étaient majoritaires, mais ils ont perdu leur majorité quand des groupes alliés de membres de nationalités, nations opprimées de l'État russe, ont quitté le congrès en estimant que leur autonomie n'était pas suffisamment reconnue. Alors, quelle était la raison de la division? Le point de clivage portait sur comment s'organiser. Le débat, c'était: faut-il faire un parti clandestin de révolutionnaires professionnels ou un parti plus large?
Alors, en tout cas, pour ceux qui sont devenus les bolcheviks, il ne s'agissait pas d'un dogme temporel, mais de quelque chose qui était en rapport avec les conditions très spécifiques de la lutte sous l'autocratie tsariste, qui ne permettait aucune liberté démocratique publique. Alors, un an avant, Lénine avait développé sa conception du parti à construire en Russie dans les conditions de l'autocratie, dans un ouvrage appelé « Que faire ». Alors, contrairement à ce qu'on entend parfois, cet ouvrage ne traite pas du tout de la question dite du centralisme démocratique. Cette notion a été reprise d'abord par les mencheviks, puis par Lénine et les bolcheviks après la révolution de 1905, et elle signifiait en fait à l'époque simplement l'introduction de la démocratie dans le parti. Puisque avant, à cause de la répression et de l'absence de liberté démocratique, il n'y avait que du centralisme. Dans un texte de mai 1906 intitulé « Liberté de critique et unité d'action », Lénine précisait sa conception, la manière dont, à son avis, le parti devait fonctionner. Pour lui, dans le parti, la liberté de critique devait être entière et partout, et y compris publique. Ce sont ses citations, puisque dans un parti qui est ou aspire à être de masse, on ne peut pas cacher les débats aux masses. La seule limite de cette liberté, mais qui est importante, est, je cite encore, de ne pas gêner l'unité d'une action décidée par le parti. C'est-à-dire que si on est en désaccord avec quelque chose, on ne fait pas de la propagande contre, mais on verra dans l'histoire que certains le feront pourtant et pas sur des petites questions sans être pour autant exclus. Alors, dans les mois qui suivent la révolution de 1905, Lénine se fait en outre le champion de l'ouverture en grand des portes et fenêtres du parti, parce que pendant un an et demi, pour la première fois, il y a des libertés démocratiques à cette époque-là. Et donc, il dit qu'il faut faire entrer, ouvrir en grand, faire entrer des dizaines de milliers d'ouvriers au parti, même s'ils ne connaissent pas le marxisme, ils apprendront à l'intérieur. Et dans cette politique qu'il défend, il se heurte à ceux qu'il appelle les vieux bolcheviks et qui lui opposent la lettre, non pas le contenu, mais la lettre du livre « Que faire ». Alors, les mencheviks et les bolcheviks vont se réunifier en 1906, dans ce qu'on appellera le congrès de l'unité de Stockholm, mais les désaccords reviennent vite, s'élargissent, et la séparation sera définitive en 1911. Le second désaccord majeur qui commence alors à se cristalliser porte sur rien moins que les tâches et les perspectives de la révolution. Pour les mencheviks, il s'agira d'une révolution bourgeoise, point. Et les partis ouvriers ne peuvent jouer qu'un rôle de vigilance, de contre-pouvoir. La question d'une révolution socialiste ne se posera qu'à une étape ultérieure, lorsque la Russie sera devenue un pays capitaliste moderne. Pour Lénine et les bolcheviks, les tâches de la révolution sont au départ démocratiques bourgeoises, mais comme la bourgeoisie est bien trop faible et veule pour les mener à bien, les imposer doit être le rôle d'une, alors c'est le terme qu'il emploie, dictature démocratique des ouvriers et des paysans. Et en même temps, cette révolution démocratique bourgeoise au départ préparera immédiatement une étape suivante de révolution socialiste, en ayant donné confiance aux ouvriers et aux paysans pauvres dans leur capacité de transformation et en ayant insufflé de l'énergie révolutionnaire aux autres peuples européens, sans lesquels, à son avis, la révolution et le socialisme, il maintiendra toujours cette position, ne peuvent pas triompher en Russie. Alors, une troisième position était celle défendue par Trotsky dès 1906, disant que du fait des conditions objectives de la Russie et de la dynamique révolutionnaire, la révolution, au départ essentiellement démocratique, ne peut être dirigée que par le prolétariat, appuyé sur la paysannerie pauvre, et pour ne pas périr et pour réaliser ses objectifs, doit immédiatement, très vite transcroître en une révolution prolétarienne socialiste. Bon. Alors, c'est juste l'occasion d'ajouter qu'il y a dans et autour du POSDR des deux principales fractions, un nombre important de groupes dissidents ou intermédiaires. L'un des principaux, en 1917, est celui des mencheviks internationalistes, regroupés à partir de l'ouverture de la guerre autour de Julius Martov, internationalistes parce que c'est le secteur des mencheviks qui, comme la gauche DSR, a refusé l'union sacrée. L'autre secteur d'importance, alors qui a pour nom officiel, c'est amusant, Parti ouvrier social-démocrate de Russie, entre parenthèses, internationaliste, apparaît début 1917 à Saint-Pétersbourg, où il est connu sous le nom de Organisation Interrayon. Alors, à son retour d'exil au mois de mai, Trotsky rejoint ce courant qui a été créé un peu plus tôt par un de ses proches, Moïse Ouritsky.
il aura autour de 5000 militants fin juillet, début août, au moment où il fusionnera avec le parti bolchevique. Trotsky et Ourytsky sont alors élus au comité central. Il faut signaler qu'il y a eu un certain nombre d'autres dirigeants qui ont joué un rôle important par la suite dans la vie du bolchevisme et de la révolution. On peut citer Ryazanov, Antonov Ovsenko, Adolf Ioffe et surtout Anatole Lunacharsky, qui sera le commissaire du peuple à l'instruction publique après octobre, c'est-à-dire le ministre à l'instruction publique, et qui réussira en quelques années à alphabétiser tout le pays, entre autres choses. Bon, le dernier courant dont il faut parler est l'anarchisme. Alors là, il y a un grand paradoxe, parce que alors que les principaux théoriciens de l'anarchisme au niveau international sont des Russes, Bakounine et ensuite Kropotkin, en Russie, en 17, ce courant ne joue aucun rôle politique notable. Il est faible numériquement, il est éparpillé dans des groupes locaux qui ne sont pas coordonnés entre eux et qui parfois, lorsqu'ils coexistent au même endroit, s'affrontent très rudement, comme à Saint-Pétersbourg, les anarcho-communistes et les anarcho-syndicalistes. Alors, c'est lorsque la révolution entrera en crise, après le déclenchement de la guerre civile et de toutes les catastrophes qu'elle entraîne, c'est à ce moment-là que les anarchistes deviendront un acteur politique au niveau du pays, notamment à travers le mouvement armé organisé en Ukraine par Makhno à partir de la fin 1918, et ensuite avec leur rôle dans l'insurrection des marins de Kronstadt en mars 1921. La révolution de février, d'abord commence par la révolution de février, d'abord une question de calendrier. Il faut dire, le calendrier russe est le julien. Ça existe en Russie et dans quelques pays au monde. Julien pour Jules César. Et il retarde de 13 jours sur le calendrier grégorien, mis en place par le pape Grégoire, 12 ou 13, je ne sais plus, au XVIe siècle. Qui est suivi dans toute l'Europe occidentale, aux États-Unis et ailleurs. C'est seulement sous le gouvernement révolutionnaire que le 1er février 1918, la Russie passe au calendrier le plus usité. Alors pourquoi je dis ça ? Bon, non seulement parce que la révolution d'octobre a eu lieu en réalité en novembre, mais parce que le 23 février, c'est le 8 mars, et que c'est ce jour-là que les ouvrières du textile de Saint-Pétersbourg, qui en ont marre, décident de quitter leur poste de travail et d'aller manifester dans la rue pour protester contre la hausse du prix du pain, tout en célébrant la journée internationale de lutte des femmes. Elles sont rejointes par d'autres secteurs de travailleurs et de travailleuses, notamment chez les hommes par des métallurgistes. C'est un mouvement d'en bas, en ce sens un mouvement spontané, même s'il est alimenté par des années de propagande marxiste et révolutionnaire. Il est initié et préparé par des militantes socialistes de tous les partis, contre l'avis des directions de ces mêmes partis qui estimaient toutes que c'était prématuré, dangereux, voire aventuriste, mais qui, une fois le mouvement engagé, s'y rallient, plus ou moins de bon cœur. Le lendemain, donc le 24, les manifestations reprennent plus fortes et prennent un tour directement politique. Les mots d'ordre, c'est à bas l'autocratie, à bas la guerre. La grève se généralise. Le 25, il y a 240 000 grévistes à Saint-Pétersbourg, ville de 2 millions d'habitants, peut-être un tout petit peu plus. Le 26, la police tire sur la foule des manifestants. Il y a de nombreux morts. Et la situation bascule quand, déjà le 26, mais surtout le 27 février, les régiments de soldats conscrits que le régime a également appelés à l'aide retournent leurs armes contre les flics, prennent le parti des manifestants en inversant ainsi le rapport de force de façon décisive. À ce moment-là, le tsarisme s'écroule comme un château de cartes. Le tsar abdique le 3 mars et le même jour, la Douma investit un gouvernement provisoire présidé par le prince Lvov, un grand propriétaire terrien qui est aussi un libéral plutôt humaniste. Le parti de droite bourgeois le plus important, qui s'appelle les Constitutionnels démocrates, dit KD, occupe la majorité des ministères. Il y a quelques progressistes, un parti libéral allié des KD. Il y a aussi des octobristes, qui étaient des partisans d'une monarchie constitutionnelle. Et il y a au départ, après d'autres rentreront, mais au départ, il y a un seul socialiste avec beaucoup de guillemets, toujours le même, le Trudovik Kerensky.
Euh, En même temps, immédiatement, en reprenant et en élargissant l'expérience et la tradition de 1905, les soviets d'ouvriers et de soldats, mais aussi des soviets de paysans, se développent et recouvrent tout le pays, hein, comme principale expression organisée d'un mouvement révolutionnaire de masse. Alors, c'est donc le début d'une situation qu'on appellera de double pouvoir, dans lequel le gouvernement légal a une partie du pouvoir réel, mais une autre partie de ce pouvoir réel est entre les mains des soviets. Alors, il y a de nombreux exemples de ce double pouvoir au cours de ces 9 mois de février à octobre. Le soviet prend une décision contre l'avis du gouvernement, et c'est la décision du soviet qui s'impose. Ou autre possibilité, si rien ne s'impose, c'est le chaos. Le gouvernement prend une décision, mais le soviet la censure. C'est arrivé plusieurs fois, notamment quand le gouvernement voulait envoyer au front des régiments acquis à la Révolution. Bon, à partir de ce moment, la dynamique de la Révolution sera celle d'une radicalisation permanente des masses face à une situation économique de plus en plus dramatique et à laquelle le gouvernement provisoire ne peut apporter aucune solution. Comme le dira Trotsky, les masses vont procéder par approximations successives. Elles soutiennent d'abord les partis SR de droite et mencheviks qui proposent le changement avec le moins de bouleversements et de risques possibles. Puis, lorsque leur faillite devient avérée, elles se tournent vers l'extrême gauche. En février 1905, les bolcheviks n'avaient plus, selon les estimations, qu'entre 5 000 et 10 000 militants organisés dans le pays, dont la moitié à Saint-Pétersbourg. Il faut dire que beaucoup sont dans l'exil, notamment parmi les dirigeants et cadres, d'autres sont emprisonnés, ou bien relégués et assignés à résidence en Sibérie, ou bien mobilisés dans l'armée, et nombre d'entre eux ont aussi simplement perdu le contact avec les organismes du parti. Jusqu'à l'insurrection d'octobre qu'ils vont aborder avec plus de 200 000 membres, la croissance des bolcheviks sera donc exponentielle, avec chaque mois 10 000, 20 000, 40 000 militants supplémentaires. Alors, on va maintenant parler des conséquences que le retour de Lénine va avoir. Lénine revient à Pétrograd maintenant le 3 avril. Et l'importance que ça va avoir au-delà sur le destin de la Révolution. Mais d'abord, un mot sur la situation du pays début avril. Le gouvernement provisoire, parce qu'il est bien obligé, il a concédé à peu près toutes les libertés démocratiques, d'organisation, de presse, d'expression, de manifestation, de vote. En 1917, les femmes obtiennent le droit de vote en même temps que les hommes. Rien en revanche au niveau économique et social. Ça va là? Oui. D'une future assemblée constituante qui sera convoquée quand ça sera possible. Il n'y a pas de date. Mais le principal objectif des cadets et de leurs alliés, c'est d'abord de faire rentrer dans le rang le mouvement ouvrier de masse, une ambition qui va s'avérer irréalisable. Le comité provisoire de la Douma, dont le gouvernement provisoire est issu, s'appelait au départ Comité pour le rétablissement de l'ordre. Milioukov, le ministre des Affaires étrangères, affirmait le 27 février que le 27 février, il aurait fallu tirer sur les insurgés. Le chef d'état-major des armées, nommé en 1915 et maintenu à ce poste par le nouveau gouvernement, donne l'ordre à ses troupes de capturer, je cite, et dès que possible assigner devant une cour martiale dont les sentences seront immédiatement exécutoires, toutes les délégations de soldats de Pétrograd qui se rendent sur le front pour informer leurs camarades de ce qui s'est passé et les appeler à rejoindre leur combat. Pendant ce temps, les grèves ouvrières se multiplient pour la journée de 8 heures et des augmentations de salaire et arrachent parfois des revendications. Les soviets sont quant à eux dirigés par les mencheviks et les SR, donc de droite, donc, qui laissent la bourgeoisie gouverner puisqu'ils considèrent que la révolution ne peut être que bourgeoise, tout en réclamant timidement un contrôle sur les décisions gouvernementales et en réaffirmant leur attachement à la défense nationale jusqu'à une hypothétique négociation qui déboucherait sur une paix démocratique. Les positions adoptées par le parti bolchevique en avril laissent quant à elles un peu à désirer. Alors, c'est un bureau russe du comité central, organisé autour d'un militant s'appelant Shliapnikov, qui a géré la situation pendant la révolution de février et dans les 2 semaines qui ont suivi. Cette direction a maintenu une politique indépendante de la direction menchevique et SR du Soviet. Elle a correctement qualifié le gouvernement provisoire de gouvernement de capitalistes de propriétaires fonciers.
demander la formation d'un gouvernement révolutionnaire provisoire, mais elle ne parvient pas à dépasser vraiment la conception selon laquelle la révolution est bourgeoise. Il demande que les soviets convoquent une assemblée constituante pour instaurer une république démocratique. Et la situation empire après le 12 mars, quand reviennent de leur exil en Sibérie 2 membres du comité central, Léon Kamenev et Joseph Staline, qui prennent le contrôle des instances dirigeantes. En s'alignant directement sur les positions défensistes, de défense du pays face aux étrangers qui l'attaquent, Kamenev peut écrire ainsi dans la Pravda, l'organe du parti, que, je cite, « Quand une armée affronte une autre armée, ce serait une proposition inepte de demander à l'une d'elles de déposer les armes et rentrer chez elle. Ce ne serait pas une politique de paix, mais une politique d'esclavage. Il faut répondre à une balle par une balle, à un obus par un obus. » Et sur la même ligne, Staline déclare, toujours dans la Pravda, qu'il faut faire pression sur le gouvernement provisoire en vue de le contraindre à amener tous les belligérants à entamer des pourparlers de paix immédiats. On sait que c'est impossible. Et que chaque homme, jusqu'à cette échéance, reste à son poste de combat. Par ailleurs, Staline envisage, y compris à ce moment, un rapprochement et même une réunification avec les mencheviks. Alors, ces positions, il faut le dire, ont rencontré une forte opposition au sein du parti. Un texte, par exemple, qui critique ces articles, dit que la révolution russe ne peut obtenir un maximum de liberté démocratique et de réforme sociale que si elle devient le point de départ d'un mouvement révolutionnaire du prolétariat occidental. Il faut donc préparer la lutte contre le gouvernement provisoire. Le soviet est un embryon de pouvoir révolutionnaire. Il doit s'appuyer sur la garde rouge ouvrière, issue des milices formées pendant l'insurrection de février et au sein desquelles les bolcheviks ont une influence importante. Bon. Le comité, la direction locale, le comité, c'est la direction locale du bastion ouvrier de Vyborg, un quartier de Pétrograd, demande même à ce moment l'exclusion de Kamenev et de Staline. Bon, alors donc Lénine revient le 3 mars, il descend de son train après avoir traversé toute l'Europe à la gare de Finlande, il prononce son premier discours. Alors dans ce discours, il affirme que la révolution de février n'a pas résolu les problèmes fondamentaux du prolétariat. On ne peut pas s'arrêter à... avril, oui, au mois d'avril, oui. Qu'on ne peut pas s'arrêter à mi-chemin et qu'en alliance avec la masse des soldats, la classe ouvrière doit transformer la révolution démocratique en une révolution prolétarienne socialiste. Et il conclut, d'un moment à l'autre, chaque jour, on peut s'attendre à l'écroulement de tout l'impérialisme européen. La révolution russe que vous avez accomplie en a marqué les débuts et a posé les fondements d'une nouvelle époque. Vive la révolution socialiste mondiale. La plupart de ses interlocuteurs, bolcheviques ou non, sont totalement abasourdis et interloqués, et plusieurs penseront, comme ils l'écriront plus tard, que Lénine est devenu fou. Alors, le lendemain, Lénine présente des thèses, qui vont prendre le nom de thèse d'avril, qui développent cette position en reprenant et synthétisant des choses qu'il avait écrites dans les 5 lettres de loin, écrites au cours du mois de mars et envoyées au comité central bolchevique, auquel il avait demandé leur publication, mais que le comité central bolchevique n'a pas publié, sauf la première. Alors, les thèses d'avril appellent à rejeter toute politique de défense nationale au nom de la Révolution, à multiplier au front les opérations de fraternisation avec les troupes de l'autre camp. Elle signale que l'étape bourgeoise libérale de la Révolution est complètement terminée, qu'il s'agit d'engager une transition vers l'étape socialiste en remettant le pouvoir entre les mains du prolétariat. Elle rejette tout soutien au gouvernement provisoire, dont il faut au contraire préparer le renversement, et tout rapprochement avec les mencheviks et l'actuelle direction du Soviet. Il faut lutter pour tout le pouvoir au Soviet, pour un gouvernement révolutionnaire et une république des soviets de députés ouvriers, salariés agricoles et paysans dans le pays, qui supprimera la police, l'armée et le corps des fonctionnaires, expropriera les banques, garantira le contrôle ouvrier de l'industrie et nationalisera toutes les terres. Cela étant, tant que les bolcheviks restent minoritaires au sein des soviets, leur tâche est, dit Lénine, expliquer patiemment la situation aux masses, qui se convaincront peu à peu grâce à l'action des bolcheviks et à travers leur propre expérience. Et enfin, ce n'est pas le moins important, Lénine dit qu'il faut
prendre l'initiative de la création d'une internationale révolutionnaire, internationale pour les sociales chauvins et contre le centre. Le centre, c'est la tendance du milieu dans la social-démocratie internationale. Et bon, c'est la première déclaration qu'il fait en faveur de la fondation de la troisième internationale, l'internationale communiste, qui interviendra un petit peu plus tard. Alors, ces positions de Lénine, j'ai dit, provoquent dans un premier temps la stupéfaction et rencontrent de fortes oppositions dans le parti bolchevique. Kamenev, notamment, écrit dans la Pravda que le plan de Lénine est inacceptable. Mais peu à peu, il parvient à convaincre et il remporte une première grande victoire dans la conférence des organisations bolcheviques de Petrograd, le 22 avril, où ces thèses sont adoptées par 37 voix contre 3. La semaine plus tard, cependant, il y a une réunion de la 7e conférence pan-russe, c'est-à-dire de toute la Russie du parti, où là, la résolution politique qu'il présente ne reçoit que 71 voix, avec 39 contre. Pourquoi le parti bolchevique est un parti partagé, non seulement démocratique, mais avec des opinions variées. Alors, mais comment le revirement de la majorité du parti a pu intervenir aussi rapidement? Alors, il y a bien sûr l'immense prestige de Lénine, sa capacité de conviction. Un second facteur mis en avant, c'est la grande transformation du parti qui, depuis février, a 20 ou 30 000 nouveaux militants qui, pour la plupart, sont des ouvriers qui ne connaissent pas nécessairement le marxisme sur les bouts des doigts et tout ce qu'ils veulent, c'est en découdre, foutre en l'air les patrons, le gouvernement pour obtenir le pain, la paix et la terre. Mais il y a un troisième facteur qui est peut-être aussi important, c'est que la situation politique est en train de changer. Ce qui s'est passé, c'est que le ministre cadet des Affaires étrangères, un certain Milioukov, a envoyé une note secrète au gouvernement français et britannique. Dans la note, il leur dit que non seulement la Russie ne va pas les laisser tomber, ne va pas laisser tomber ses alliés, mais qu'en plus, elle prépare une grande offensive sur le front oriental qui va les soulager, eux, sur le front de l'Ouest. Par malchance, cette note tombe entre de mauvaises mains, elle est publiée, et c'est dans le pays une explosion. Les 20 et 21 avril, il y a des manifestations massives d'ouvriers et de soldats qui tournent à l'émeute. Et comme en février, on relève des morts, beaucoup de morts. Autrement dit, un pas est franchi dans la révolution, puisque désormais, les masses commencent à s'affronter au gouvernement provisoire. Quand le Parti révolutionnaire, lui, dispose désormais d'un programme. Alors bon, les illusions dans la démocratie libérale commencent donc à être sérieusement entamées et le discrédit du gouvernement provisoire s'accélère. La situation économique s'aggrave sans cesse, les chaînes de production, notamment alimentaires, sont désorganisées, voire coupées. À la mi-avril, après qu'on ait appris qu'une offensive sur le front de l'Est était imminente, donc contre les armées allemandes et austro-hongroises, l'organisation militaire des bolcheviks, tous les partis ont formé une organisation militaire, même les cadets. L'organisation militaire des bolcheviks, qui a autour de 2000 soldats dans ses cellules et 4000 autres dans une organisation plus large, elle va discuter avec le CC bolchevique pour proposer une grande manifestation de soldats de la garnison afin d'exiger l'annulation de l'offensive et une paix immédiate. Alors bon, ça se déroule mai, juin, la question est longuement débattue. Est-ce que le Soviet va s'y opposer? Et que se passerait-il? Peut-on la tenir s'il s'y oppose? Est-ce que la manifestation doit être armée ou non? Une majorité dit que ça doit être armé, sinon des soldats sans leurs armes, ça ne tient pas la route, ce n'est pas possible. D'autres sont moins convaincus. Peut-on faire une manifestation dont le slogan est « tout le pouvoir aux soviets » si les soviets s'y opposent? Alors, le 9 juin, le premier congrès pan-russe des soviets, c'est-à-dire le congrès qui réunit les délégués de tous les soviets et où les bolcheviks n'ont que 150 délégués sur 822, condamnent cette proposition de manifestation
interdit toute manifestation pendant 3 jours, puisque c'est la date du 12 qui est prévue. Et finalement, après un débat difficile, les bolcheviks annulent leur convocation. Alors, en revanche, le congrès des soviets décide le même jour, le 12, d'organiser pour le 18 une grande manifestation pacifique pour une paix universelle sans annexion, ni réparation, etc. Bon. Mencheviks et SR s'engagent à fond dans la préparation, mais les bolcheviks aussi. Et le 18, il y a 400 000 personnes dans la rue, la plus grande manifestation à ce moment-là de toute l'histoire qu'il y a eu à Pétrograd. Elle est totalement hégémonisée par les cortèges bolcheviques et leurs slogans « à bas la guerre »,« à bas la politique de l'offensive »,« à bas les 10 ministres capitalistes », tout le pouvoir aux soviets. Après cette démonstration, l'effervescence et l'impatience ne sont pas prêtes de se calmer, d'autant que l'offensive annoncée depuis des semaines vient de débuter. Au bout de quelques jours, marquée par ce qui semble des succès, l'offensive tourne rapidement à la déroute et au carnage. Il y a 70 000 morts en 2 jours dans les troupes russes, nombre de soldats désertent ou tournent leurs armes contre leurs officiers. Le 20 juin, le gouvernement donne l'ordre à des régiments de Pétrograd de rejoindre le front. Ils refusent. Il y a des motions de soldats qui affirment qu'ils renverseront le gouvernement provisoire s'ils s'obstinent à vouloir démanteler les régiments révolutionnaires. Donc l'esprit insurrectionnel ressurgit. Dans la conférence pan-russe des organisations militaires bolcheviques, je vous parlais de cette organisation qui se tient alors, et cette organisation aurait déjà 2 mois plus tard 26 000 membres. La plupart des intervenants réclament des mesures immédiates pour la prise du pouvoir, la grande majorité des intervenants, à tel point que Lénine intervient pour essayer de calmer les esprits. Il dit « Nous devons être très attentifs et prudents, ne pas tomber dans des provocations. Dans leur majorité, les masses hésitent, mais croient toujours dans les SR et les mencheviks. Pour conquérir le pouvoir sérieusement, pas avec des méthodes blanquistes, le parti prolétarien doit lutter afin de gagner en influence de l'intérieur des soviets en expliquant aux masses, jour après jour, en quoi leurs illusions petites bourgeoises sont erronées. » Bon, il rappelle aussi que la situation en province et sur le front est différente de la situation à Saint-Pétersbourg, où l'expérience est plus avancée. Alors, mais rien n'arrête la vague qui monte, et le 3 juillet, à l'initiative de militants principalement bolcheviques, une manifestation se réunit et regroupe bientôt des dizaines de milliers de participants. L'organisation militaire et le comité de Pétrograd bolchevique la rejoignent et la manif part, mais sans plan ni objectif précis. Bon, les participants veulent renverser le gouvernement, oui, mais comment faire? Il y a encore une nouvelle manifestation le lendemain, 4 juillet, qui là fait de nombreux morts et blessés. Le 5 juillet, nouveaux affrontements et commencent à arriver des troupes qui sont fidèles au gouvernement et qui reprennent peu à peu le contrôle de la situation, ce qui sera parachevé les 6 et 7 juillet. Alors à partir de là, le parti bolchevique est déclaré illégal par le gouvernement provisoire. Les locaux bolcheviques sont mis à sac. Des mandats d'arrêt visent leurs principaux dirigeants. Kamenev est arrêté. Ensuite, ce sera le tour de Trotsky et d'autres, Kollontai, Raskolnikov, Lunacharsky, en tout 800 militants, majoritairement bolcheviques, sont emprisonnés. Sur mandat du CC, Lénine est parti avec Zinoviev se cacher en Finlande. Il rentrera à Pétrograd seulement le 7 octobre. Et il profite de son séjour d'ailleurs pour écrire un livre qui s'appelle « L'État et la Révolution ». Il y a une terrible campagne anti-bolchevique qui se déchaîne, notamment dans la presse bourgeoise, Ils sont accusés d'être des espions à la solde de l'Allemagne. Même des dirigeants mencheviques se voient obligés d'intervenir pour dire que c'est une invention, tout en maintenant leur critique et leur condamnation de ce qu'ont fait les bolcheviks, puisque certains mencheviks commencent à craindre qu'après les bolcheviks, ça soit leur tour à eux. Et voilà, le soviet émet de timides protestations pour essayer de freiner la répression. Une répression qui ne sera jamais d'une violence extrême, même si un jeune militant est exécuté au moment de son arrestation et que d'autres sont sérieusement battus. Donc le parti bolchevique passe pas totalement dans la clandestinité, mais à une semi-clandestinité. 2 semaines plus tard sort d'ailleurs le premier numéro de son nouveau journal, avec un nouveau titre, puisque l'autre précédent était interdit. Ces journées de juillet ont donc été un épisode très compliqué, qui ont montré
tous les décalages, les contradictions pouvant exister dans le cadre d'une montée révolutionnaire, puisque sont mêlés une impatience de masse compréhensible ou de secteur significatif des masses avec un vrai gauchisme politique auquel ont cédé une partie des responsables bolcheviques, principalement au sein de la direction de l'organisation militaire et dans une moindre mesure au sein du comité de Pétrograd. Mais le parti a réussi globalement à la fois à ne pas se couper des secteurs les plus avancés et à reculer en bon ordre, ce qui va lui permettre plus tard de reprendre l'offensive. 2 mots de contexte plus général. Le 23 juillet, c'est le parti cadet qui déclenche une crise gouvernementale. Il accuse les SR et les mencheviks d'être trop mous avec les bolcheviks, voire d'en être quelque part complices, et ses ministres démissionnent. Du coup, le prince Lvov démissionne aussi. Il est remplacé à la tête du gouvernement, qui compte désormais une majorité de ministres SR et mencheviks, par Kerensky. Fin juillet et début août, c'est le 6e congrès du parti bolchevique, qui malgré tout parvient à se tenir en Russie, avec Lénine en Finlande et Trotsky en prison. Ce congrès est connu comme le congrès de l'unification, celui qui constitue définitivement le parti de la Révolution, puisque entre donc le groupe de Trotsky et d'autres secteurs, certains venant des mencheviks, d'autres groupes intermédiaires, etc. Bon. Le débat politique est important parce qu'il se centre sur l'appréciation de la situation après les journées de juillet, et notamment sur le fait de savoir si cette situation doit amener les bolcheviks à réviser un de leurs mots d'ordre fondamentaux, tout le pouvoir aux soviets. Alors, c'est Lénine qui, depuis la Finlande, écrit que ce mot d'ordre est devenu obsolète, puisque les soviets, en soutenant la répression après les journées de juillet, ont pris le parti de la contre-révolution, contre l'avant-garde des masses et les bolcheviks, et qu'il y a par ailleurs une sorte de fusion entre les soviets et le gouvernement provisoire bourgeois, tous deux orientés par la majorité SR menchevique. Il faudra donc se passer désormais des soviets et faire avec d'autres organismes, par exemple peut-être les comités d'usine, voire faire directement les choses en tant que parti. Alors, ça rencontre là aussi une opposition. Ces thèses sont présentées d'abord dans une conférence du comité central, qui est une réunion du comité central ouverte à d'autres dirigeants. Elles reçoivent 5 voix pour et 10 contre. Au Congrès, celui qui mène la discussion contre ces thèses est un jeune dirigeant de Pétrograd qui s'appelle Volodarsky, qui lui défend l'idée que les soviets sont les soviets et si la situation change et va à gauche, vu comme ils sont élus, ils peuvent changer et aller à gauche, donc il ne faut pas tirer définitivement un trait dessus. Alors finalement, au 6e congrès, est adoptée une position dans la résolution, une position de compromis qui ne tranche pas la question, ne la mentionne même pas. Et c'est alors que se produit un événement extraordinaire et totalement inattendu, qui renverse complètement la situation. Le 19 juillet, Kerensky avait nommé un nouveau chef d'état-major des armées, un type dont le prédécesseur avait dit « il a le cœur d'un lion et la cervelle d'un mouton ». Alors, ce type s'appelle le général Kornilov. Au début, ça se passe bien entre Kerensky et lui. Ils veulent tous les deux écraser la révolution. Ils ont un objectif commun. Sauf que la survie du premier dépend du soutien maintenu des directions réformistes, de la, entre guillemets, démocratie, tandis que le second est lié par son histoire, toute son éducation, au secteur monarchiste et extrême droite. Kerensky pense utiliser Kornilov, qui pense utiliser Kerensky, et ça marche un moment, et finalement, il y a de l'eau dans le gaz. Le 26 août, Kornilov considère que Kerensky est devenu l'otage du soviet, et il exige que lui soit décerné, attribué à lui, Kornilov, des pouvoirs dictatoriaux. Le 27, Kerensky lui envoie un télégramme qui l'informe qu'il est destitué. Kornilov, qui n'est pas très intelligent, croit toujours que Kerensky est l'otage du soviet ou des bolcheviks, on ne sait pas qui, et donc il ordonne à ses troupes de marcher sur Pétrograd. Alors, dès que la nouvelle est connue, toutes les organisations ouvrières et populaires, révolutionnaires comme réformistes, s'unissent dans un comité pour la lutte contre la contre-révolution. Et avec les bolcheviks au premier rang,
Les régiments de la capitale se mettent en ordre de bataille, les ouvriers d'usine s'organisent en détachements armés, la population creuse des tranchées. Mais les troupes de Kornilov qui voyagent en train sont systématiquement ralenties et égarées vers d'autres directions ou des voies de garage par les cheminots. Elles ne réussiront jamais à atteindre la capitale. À cela s'ajoute le fait que pour les convaincre de partir, leur chef leur avait dit qu'il s'agissait de sauver les acquis menacés de la Révolution. Dans des tas d'endroits, les détachements de Kornilov sont retournés par des propagandistes envoyés par le Soviet de Pétrograd ou de localités proches. Et très vite, l'affaire tourne au fiasco, puis à l'aide des débandade, sans que pratiquement un seul coup de feu ait été tiré, sauf parfois contre des soldats, contre leurs officiers. Kornilov prend alors la fuite, il trouvera la mort quelques mois plus tard, mais Kerensky est très mal, parce que sa complicité sur le fond avec les putschistes apparaît au grand jour. Il est donc plus fragilisé que jamais, comme le sont aussi les directions réformistes qui continuent envers et contre tout à lui prodiguer leur soutien. La démocratie bourgeoise a montré ses limites, son incapacité à résoudre les problèmes du pain, de la paix, de la terre, plus généralement a donné vie à une voie autonome entre la révolution sociale et la contre-révolution. Au contraire, pour les bolcheviks, dont toute la propagande se trouve confirmée par les faits, le courant s'inverse totalement et définitivement. Donc la situation change très vite. Fin août, début septembre, bolcheviks et SR de gauche se retrouvent majoritaires dans le Soviet de Pétrograd. Ils gagnent d'abord un vote, sont très étonnés, puis 2, puis 3, et après ils gagnent tous les votes. Trotsky est porté à la présidence du Soviet de Pétrograd le 23 septembre. Il retrouve son poste d'une certaine façon. 10 jours plus tard, c'est à Moscou que la majorité change, et ensuite ailleurs dans toute une série de villes. Donc là, Lénine commence à insister, toujours depuis la Finlande. Il rentre donc le 7 octobre. Maintenant, il faut prendre le pouvoir, il faut prendre le pouvoir, il faut prendre le pouvoir. Bon. Contre toujours Kamenev et Zinoviev qui estiment que c'est prématuré, et qu'il ne faut pas diviser le camp des organisations de gauche, etc. Le 10 octobre, le CC, le comité central bolchevique, vote le principe de l'insurrection, ce qui amène Kamenev et Zinoviev à d'abord en appeler au parti et ensuite à publier une lettre publique marquant leur désaccord dans le journal de Maxime Gorky, l'homme de lettres, qui lui aussi a un petit groupe socialiste qui l'anime. Le groupe de Gorky, d'ailleurs, sera présent dans les soviets. Il a toujours 2 ou 3 délégués. Donc, dans son journal, qui est un journal public, sort la protestation de Kamenev et Zinoviev contre le projet d'insurrection du parti bolchevique. Lénine est évidemment furieux, tout le monde est furieux. Il dit que c'est des briseurs de grève, il demande leur exclusion. Il y a une réunion du CC et la majorité du CC refuse de les exclure. Il y a un deuxième débat sur cette insurrection que tout le monde veut. À Pétrograd, l'immense majorité de la classe ouvrière, évidemment, mais de la population veut en finir avec le gouvernement. Elle veut que le pouvoir aille aux soviets. C'est comment on l'a fait. Et là, il y a un débat tactique entre Lénine et Trotsky. Lénine dit on ne peut pas attendre. Si on attend un seul jour, ça peut être trop tard. Le bon moment peut passer. C'est trop dangereux. Il faut le faire tout de suite, donc le parti doit prendre la responsabilité de le faire. Trotsky dit non, il faut attendre le congrès, le deuxième congrès pan-russe des soviets, ouvriers et de soldats, qui doit se réunir le 20 octobre. Finalement, il est reporté au 25, je crois. Oui, au 25. En début du mois d'octobre, le 9, Trotsky, en plus, a fait voter par le Soviet la mise en place d'un truc spécial, une commission qui s'appelle le Comité militaire révolutionnaire. Donc, officiellement, il s'agit de recenser l'état d'esprit des garnisons, des régiments militaires, de coordonner un peu pour éviter les attaques de la contre-révolution. Mais en fait, c'est avec ce comité militaire révolutionnaire, où il y a des bolcheviks en majorité, mais aussi des anarchistes et des SR de gauche, enfin un anarchiste, qui va préparer l'insurrection. Donc, il présente son plan à Lénine, disant voilà,
Et on peut faire l'insurrection le 23 ou 24. Il faudrait que ça corresponde avec le congrès pan-russe des soviets. Lénine lui dit d'accord, faisons comme ça, allons-y. Et bon, et cette insurrection, parce que le changement de pouvoir est voulu, accepté par une grande majorité, elle n'a rien d'un coup d'État et elle se fait quasiment en douceur. Du point de vue technique, c'est pas très réussi. Il y a plein de bavures, plein d'erreurs. Bon, le palais d'hiver, siège du gouvernement, qui devait être pris très tôt dans la nuit du 24 au 25, il est pris que le 25 après-midi, ce qui fait que Kerensky a eu le temps de s'enfuir. Bon, il y a beaucoup de trucs qui ne marchent pas, mais ça se fait et pratiquement sans effusion de sang. Il doit y avoir 2 ou 3 morts à Pétrograd. À Moscou, ce sera complètement différent. À Moscou, les bolcheviks n'ont pas la garnison, les 200 000 et plus hommes, soldats qu'il y a à Pétrograd. Et là, il y aura des combats acharnés qui feront des centaines de morts. Bon. Mais les bolcheviks s'imposeront aussi, comme dans la plupart des grandes villes. Alors donc, le jour même où est annoncée la victoire, la prise du palais d'hiver, donc 25 octobre, commence le deuxième congrès pan-russe des soviets, où sur à peu près 650 délégués, mais alors les chiffres varient selon toutes les sources, les bolcheviks en ont presque 400. Donc ils sont majoritaires à eux seuls, et il y a avec eux plus d'une centaine de socialistes révolutionnaires de gauche, qui, au moment de ce congrès, scissionnent avec leur parti, puisque la direction du parti refuse le pouvoir des soviets. Et ça fait une majorité solide avec d'autres groupes, des petits groupes intermédiaires. Je vous parlais des maximalistes, d'autres groupes qui vont soutenir la prise du pouvoir par les soviets. Voilà, donc il y a 2 décisions principales dans le Congrès. D'abord, Lunacharsky, donc, qui devient le ministre de l'Instruction publique, lit un appel aux ouvriers, aux soldats, aux paysans, qui dit le Congrès prend en main le pouvoir. Le gouvernement provisoire est renversé. Le pouvoir des soviets proposera une paix immédiate et démocratique à tous les peuples et un armistice immédiat sur tous les fronts. Il assurera la remise sans indemnité des terres des propriétaires fonciers à la disposition des comités paysans. Il défendra les droits du soldat en procédant à la démocratisation totale de l'armée. Il établira le contrôle ouvrier de la production. Il assurera en temps voulu la convocation de l'Assemblée constituante. Il assurera à toutes les nations qui peuplent la Russie le droit véritable de disposer d'elles-mêmes. Le Congrès décrète tout le pouvoir sur le plan local passe aux soviets de députés ouvriers, soldats et paysans qui doivent assurer un ordre authentiquement révolutionnaire. Alors ça, c'est une proclamation qui a valeur de déclaration politique, de prise de position, qui est votée par acclamation. Il faut dire que la droite, les mencheviks et les serfs de droite ont quitté le Congrès. Donc, il ne reste plus que les gens qui sont soit favorables, soit ont des doutes, mais ne sont pas frontalement hostiles au pouvoir des soviets. Et le dernier débat, le 26, porte sur la composition du nouveau gouvernement, que Trotsky propose d'appeler le Conseil des commissaires du peuple, en reprenant une formulation de la Révolution française, ministre étant un terme bourgeois. Alors, dans ce gouvernement, ce premier gouvernement n'est composé que de bolcheviks, parce que les SR de gauche, notamment, n'en ont pas discuté et considèrent qu'il faudrait un gouvernement plus large, associant différentes tendances socialistes, y compris peut-être même celles qui viennent de quitter le Congrès, parce qu'elles pourraient changer d'avis. Bon, ils rentreront au gouvernement au mois de janvier. Mais là, c'est un gouvernement de, je crois, 16 personnes, toutes bolcheviques, et donc qui est présidé par Lénine, qui est le président du Conseil des commissaires du peuple. Voilà. Et cette annonce du gouvernement, cette proposition de gouvernement, il n'y a pas de vote formel non plus. La salle se lève, applaudit, crie, etc. Chante l'international. Et le deuxième congrès pan-russe des soviets se termine au bout de 9 heures ou 10 heures de réunion. Voilà. Alors, c'est trop long. Et oui, j'ai fait trop long. Voilà. Après, c'est toute une nouvelle histoire qui commence. Il y aura beaucoup de problèmes, de difficultés. Et je vous remercie, je m'excuse d'avoir dépassé. Oui. Jean-Philippe, est-ce que tu m'entends?
Oui, bien sûr. Est-ce qu'on me voit? Je ne On sais ne pas te si on voit me pas, voit. Steven. Il y a un problème avec ça. Bon, on va rester sur toi en attendant qu'on règle le problème. Merci beaucoup, c'était très complet, très dense. On voyait dans les commentaires. C'est une période très chargée de l'histoire. On dit que l'histoire s'accélère pendant les périodes révolutionnaires et c'est pas peu de dire parce qu'on pourrait faire une présentation de plusieurs heures sur chaque aspect de la révolution. Il y a quelques questions qui sont revenues. Notamment une sur le rôle de la presse, où les gens demandaient comment en fait ils faisaient pour avoir leur propre presse, comment ils arrivaient à combattre la presse tsariste. Et il y avait notamment un parallèle avec BFM TV qui a été fait, et où en fait la question de la presse, des médias, de pouvoir parler largement, en fait, se pose en 1917 en Russie, tout comme aujourd'hui au XXIe siècle en France. Comment les bolcheviks et les groupes révolutionnaires ont réussi à avoir leur propre presse et ils la faisaient fonctionner. Ouais, bah, c'est une presse écrite. Hein. Il y a pratiquement pas de radio, quoi. On entend très peu parler. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de. Bon, évidemment, quoi. Mais la presse écrite, oui, il y a une presse tsariste et bourgeoise qui est très hostile à la Révolution, même si formellement les bourgeois au départ défendent la Révolution de février, disent que ça va trop loin. Et pour la gauche, il y a une presse de partis ou de courants de partis. Et comme c'est des partis importants, même les petits sont importants. L'organisation Interrayon, elle a un hebdomadaire. Ils ont, ils ont quelques milliers de militants. Les mencheviks internationalistes, qui ont quelques milliers de militants, ils ont, je ne sais pas si ce n'est pas un quotidien. Et bon, donc ils ont de l'argent. Ils ont des mécènes. Les gens, Gorky, on en parlait, il a longtemps subventionné le parti bolchevique. Et comme je vous disais, bon, les bolcheviks, mais les mencheviks aussi, hein, avant la Révolution, pour se procurer de l'argent, ils braquaient les banques. Chez les bolcheviks, le responsable, ça a été longtemps un type qui se faisait appeler Koba, un géorgien. On prendra ensuite le pseudonyme de Staline, de fer. C'était le spécialiste des braquages de banques. Voilà, ils avaient un groupe spécialisé pour trouver de l'argent. Je pense que c'est plus difficile aujourd'hui. Et puis pour les imprimeries, ils avaient la chance, entre guillemets, mais c'est la stratégie, c'est que les ouvriers étaient eux-mêmes les ouvriers imprimeurs et les membres du parti étaient ceux qui imprimaient la nuit dans les imprimeries, c'est ça? Ils avaient leur propre imprimerie. Hein. Ils avaient acheté, tout de suite après février, ils achètent leur propre imprimerie. Et avant, ils avaient des imprimeries clandestines. Mais moi, Ok. je n'ai pas connu directement des organisations militant dans la clandestinité, mais beaucoup de camarades m'ont parlé de ce qui se passait sous la dictature argentine avec le PST, le Parti socialiste des travailleurs. Il avait sa presse, il avait une imprimerie clandestine dans une maison dans le Camarade en grande banlieue. Donc, Ok. des imprimeries, un grand parti comme bolchevique, menchevique, SR, il en a plusieurs, il en a 10, 20, il y a des trucs de rechange. En Ok. période de clandestinité, quand il y a des libertés publiques, c'est beaucoup plus facile. Il y avait une autre question qui revenait, alors tu n'as pas pu le développer parce que Ouais. c'était pas en ton propos, mais sur le rôle de Lénine avant ces années cruciales, 1917, quel était son rôle dans le parti bolchevique et en tant que révolutionnaire en Russie, quelle place il occupait? Lénine, c'est le constructeur. C'est l'homme qui a réussi à construire un parti. Sans lui, il n'y aurait pas eu de parti. Qui a compris ce qu'il fallait faire et qui avait la capacité pour le faire. C'est quelqu'un de très tolérant, hein, même avec ses opposants, les gens qui s'opposaient frontalement à lui, à partir du temps qu'il ne franchissait pas la barrière de classe, etc., Lénine essayait toujours de les rattraper, de les convaincre. Même au début, Trotsky,
qui refuse de choisir entre les bolcheviks et les mencheviks quand il est jeune et concentre ses feux contre les bolcheviks. Bon, à un moment, Lénine en a eu marre parce que c'était un jeune insolent, très brillant en plus, dont l'humour était mordant et les critiques acérées, donc c'était compliqué. Bon, voilà. Mais Lénine, c'est ça. Et c'était un théoricien aussi, quelqu'un qui lisait énormément, qui élaborait sur toute une série de choses. Les camarades savent, hein, la théorie de l'impérialisme, même s'il a repris des travaux en partie qui existaient déjà, la question des nationalités, la question de la religion. Enfin, il a écrit sur la question des nationalités ou de la religion, par exemple. Par rapport à tous les débats sur la religion aujourd'hui, il faut aller chercher le texte de Lénine de la religion, je ne sais plus de quelle année. Pour moi, c'est bon, hein. C'est la ligne qu'il faut suivre. Hein. Grosso modo, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, à condition de ne pas emmerder les autres. Et, y compris dans le parti, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais s'il vous plaît, pas de propagande religieuse, parce que si on commence ça, tu as une religion, après tu as une autre, et on ne s'en sort plus. Mais les gens ont le droit de croire. Dis moi je suis athée. Bon, et bon. D'accord. Bon, ma vidéo marche toujours pas. On va rester sur toi. C'est pas très grave. Il y avait également une question qui, il y a beaucoup de questions qui apparaissent, qui mériteraient tous tout un grand développement. Peut-être, tu parlais du changement d'avis de Trotsky quant à la prise du pouvoir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui l'a fait basculer, quels étaient les différents freins qu'il avait à la prise de pouvoir et ce qu'il a décidé pour ce second congrès? J'ai dû m'exprimer mal. Hein. J'ai dû m'exprimer mal. Je suis désolé. Non, Lénine et Trotsky étaient d'accord dès le début qu'il fallait prendre le pouvoir. Simplement, Lénine, qui était en Finlande, qui recevait les journaux russes avec des jours de retard, depuis la Finlande, il envoyait quand même ses directives. Et à mon avis, il était parfois un petit peu à côté de la plaque. Hein. Par exemple, quand il a lancé la polémique, il faut arrêter avec le mot d'ordre tout pouvoir aux soviets, c'est un mot d'ordre révolu, je pense qu'il avait tort. Bon. D'ailleurs, il n'a pas gagné dans le parti bolchevique à ce moment-là. Ce qui veut dire que même le plus grand dirigeant, c'est le grand dirigeant, hein, peut se tromper dans certaines conditions. C'est un enseignement aussi intéressant. Et sur il voulait que ce soit le parti bolchevique qui prenne le pouvoir. Et Trotsky dit non, il faut que ça soit le soviet. Et c'est pour ça que Trotsky met en place un truc qui s'appelle le CMR, Comité militaire révolutionnaire, qui n'a aucune activité pendant 2 semaines et qui réunit juste avant la date de l'insurrection pour faire des plans et voir comment on peut coordonner ça. Et le CMR, c'est un truc qui est mandaté par le Soviet pour des questions de défense de la révolution. Et quand ils font l'insurrection, les bolcheviks mettent en avant la nécessité de défendre la révolution en disant il y a un coup d'État contre-révolutionnaire qui se prépare. Ce qui, par ailleurs, est vrai. Même si les autres étaient tellement nuls et en crise, c'est difficile qu'à ce moment, ils réussissent quelque chose de ce genre. Bon, okay. C'est une question tactique, mais aussi de légitimité démocratique. Je pense que sur ce point-là, moi, j'aurais plutôt tendance à dire souvent que c'est Lénine qui avait raison dans ses débats avec Trotsky sur ce point-là, et à ce moment-là, je pense que c'est Trotsky qui avait raison. D'accord. Je vais te poser une question un peu plus difficile. Il faudra peut-être que tu pousses un peu plus, mais quelqu'un demandait les liens la question du dualité de pouvoir entre le gouvernement bourgeois et le mouvement ouvrier, entre les deux révolutions. Alors, on parle souvent de dualité de pouvoir, mais qui avait quoi, comment ça se passait, quelles étaient les relations entre ces différents gouvernements de fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus autour de cette question? Et j'en profite pour préciser qu'on va on va sélectionner quelques articles que tu as écrits sur la question, parce que vu que l'exposé était très dense, la période est très dense,
à tous les participants pour qu'ils puissent creuser un peu plus les questions. Et tu avais également rédigé une petite bibliographie de quelques textes à lire pour aller plus loin, qu'on enverra en même temps, pour que tous les participants puissent creuser eux-mêmes les questions, se référer à des textes un peu fondateurs et aller plus loin. Mais donc, sur cette question de la dualité de pouvoir, qu'est-ce que tu peux nous dire pour préciser un peu le rôle de chacun? Je ne sais pas, mais l'approvisionnement, par exemple, l'approvisionnement de Pétrograd, ben, il y a deux structures qui s'en occupent, une commission du gouvernement et puis une commission du Soviet. Donc, ils interviennent sur la même chose. Et chacun fait des trucs et pas les mêmes. Donc, dans ce sens, il y a un double pouvoir, et il y a deux légitimités. Je vous ai parlé de la question de la garnison qui est fondamentale, où à différents moments, les soldats aux soviets, même avec une direction menchevique-SR, arrivent à convaincre la commission exécutive du soviet de Pétrograd qu'il ne faut pas toucher au régiment de la capitale. Et ils disent, écoutez, nous, on vous soutient, on soutient les mencheviks et les SR. Mais si vous démolissez nos régiments, ça ne va pas le faire. Peut-être qu'on va changer d'avis. Et donc, du coup, la direction, elle va voir le gouvernement provisoire et dit non, vous ne pouvez pas nous faire ça. Écoutez, vous savez que vous avez besoin de nous. Voilà, c'est des choses comme ça, quoi. Et bon, sur les revendications, peu à peu, il y a un double pouvoir qui se met en place à l'intérieur des usines aussi. Les travailleurs arrivent à imposer des choses. Les mesures de contrôle ouvrier que le second congrès national des soviets dit qu'il va développer partout, elles s'installent déjà, alors plus encore après octobre, mais elles commencent avant à s'installer dans les usines. Donc voilà, mais bon, il faut peut-être réfléchir, donner plus d'exemples. Oui, mais donc il y a vraiment deux légitimités. Une issue du mouvement de masse, autre issue parce que c'est issu de la Douma, le gouvernement provisoire, donc c'est nommé à partir de là, qui est le vieux parlement tsariste, non démocratique. Ok. Et je voyais également une autre Ah, je vois question. que Lev Davidovitch est là. Ah ben, il pourra peut-être Mais nous en dire un peu salue. plus, mais sur le rôle des femmes, la révolution en février ou le 8 mars commence par une grève de femmes. euh, et plus tard dans la révolution, quel est le rôle des femmes? Quel rôle elles vont jouer? On entend souvent dire que les hommes font les révoltes et les femmes les révolutions. Je sais il y a un livre sur les femmes dans la Révolution russe de Jean-Jacques Marie qui est plutôt éclairant sur le sujet. Est-ce que toi, tu peux nous dire des choses sur ces femmes dans la Révolution durant de février à octobre, de la place qu'elles occupent? Parce qu'on parle souvent de Lénine, Trotsky et Je peux d'hommes, en dire mais beaucoup plus que Jean-Jacques Marie, hein, qui a vraiment travaillé la question et qui a fait un très très bon bouquin hein, qu'il faut lire. Malheureusement, il est mal édité. Il a été mal édité, son bouquin. Bon, mais ce n'est pas de sa faute, c'est la faute de l'éditeur. Moi, ce qui me frappe quand même, il suffit de regarder les photos. Dans les réunions du Soviet de Pétrograd, il y a très peu de femmes. Au début, tu en as peut-être, je sais pas, tu as 600 ou 700 délégués, mais tu as 1200, 1500 personnes dans la salle. Au départ, tu as peut-être 10, 15 femmes. Après, au fur et à mesure, tu vois que ça augmente. Mais c'est clair que c'est très, très, très loin d'une parité. Hein. Maintenant, je dis oui, les femmes déclenchent la révolution. C'est elles qui la déclenchent le 8 mars. Ça, c'est clair. Après, elles jouent un rôle. C'est quand même elles qui ont la charge des enfants, des tâches ménagères, de tout ça. Donc, c'est moins facile pour elles de s'engager. Mais elles font pression sur leurs mecs, hein, oui, dans un sens ou dans l'autre. Et à la fin, elles leur disent maintenant, ça va, hein, faut prendre le pouvoir, faut pas se dégonfler. Hein. Bon.
Alors, il n'y en aura pas sur les barricades parce qu'il n'y a pas de barricades. Contrairement à 1905 où il y avait des barricades, il n'y a pas de barricades en 1917. 1917, c'est très amusant. À Pétrograd, il n'y a ni barricade ni grève générale. Il y a des grèves de masse, des grèves très massives. Et il n'y a jamais de grève où tout s'arrête. Mais bon, voilà, le rôle des femmes, non, lisez-le. Donc, il doit encore être disponible. Lisez ce livre de Jean-Jacques Marie. Oui. Eh bien, et une autre question, peut-être qui exporte un peu la question ailleurs qu'à Pétrograd. Euh, la Russie, c'est un pays immense. Et alors, je retrouve plus la question exactement, mais sur les différents peuples, le congrès des peuples, comment ça se passait? Il n'y a pas que à Pétrograd, Moscou que les choses se passent. Comment ça se passe euh, dans les autres nationalités russes, enfin, chez les autres peuples qui vivent en Russie? Qu'est-ce qui se passe ailleurs que dans les grandes villes industrielles à cette époque-là? Bon, ça, le Congrès des peuples d'Orient, c'est bien après. Hein, donc, puis bon, parler de ça demanderait. C'est trop long, c'est trop compliqué, c'est un sujet à lui seul. Mais ouais, il me semble que la révolution ne va pas vraiment partout à cause du sentiment national. Parce qu'en Pologne, l'insurrection d'octobre, elle impacte peu. Hein, il y a des militants révolutionnaires, il y a un parti en Pologne, n'est pas le parti russe, hein, mais ça impacte relativement peu le mouvement ouvrier, qui est, parce que la Pologne est opprimée par l'emprise des tsars, ils disent, bon, ça c'est des trucs de Russes. Même si après, il y aura des communistes, bien évidemment, etc., une internationale communiste. En Ukraine, c'est différent, c'est un peuple slave qui est depuis plus longtemps, mais à la limite, c'est de l'Ukraine qu'est né l'Empire tsariste, plus que de la Russie. Donc là, il y a un lien direct qui se fait dans d'autres endroits aussi. Hein, même dans des républiques beaucoup plus à l'Est. Bon, certaines auront des majorités bolcheviques, d'autres auront des majorités mencheviques, comme la Géorgie, peut-être parce que Staline était géorgien, je ne sais pas. Et il y aura il y aura des problèmes, il y aura des affrontements. Mais bon, mais c'est vrai que vous avez de toute façon, même sous le régime stalinien, après, il y a une certaine reconnaissance, au moins au début, du droit des nationalités, à condition que les régimes soient bien dépendants du parti qui est à Moscou et ne cassent pas les pieds. Il y a le droit de parler la langue, le droit de, etc., etc. Ça va favoriser, après la prise du pouvoir, ça va aider beaucoup les bolcheviks, le fait qu'ils sont les seuls à défendre ça. Ça va réduire le pouvoir des armées blanches et des gouvernements impérialistes qui envoient des troupes. Même les gens qui vont dire ouais, bon, les bolcheviks, c'est pas mon truc, moi je suis pas pour tout nationaliser, je suis pour le commerce privé et tout ça. Mais ils vont dire, mais en même temps, eux, ils nous laissent nos droits nationaux. Donc c'est un bon point. D'accord. Et alors une question qui va peut-être un peu nous sortir du cas seulement russe et de la révolution de 1917, mais quelqu'un posait la question, on a vu la semaine dernière le cas de la commune où la population, la classe ouvrière était armée. En Russie, à cause ou grâce, c'est selon, la population est également armée. Est-ce que c'est nécessaire, cet armement pour la révolution à cette époque-là? Et peut-être tu pourrais nous donner aussi ton avis sur aujourd'hui, est-ce que une révolution non armée est possible? Quel est le lien entre révolution et armement du prolétariat? À la fois peut-être historique, si tu peux répondre sur 1917, et peut-être aller un peu plus loin si tu t'en sens l'envie. Je ne sais pas, ça dépasse un peu le cadre de l'exposé. Pour moi, c'est une grande interrogation. Hein. Je ne crois pas qu'une révolution non armée soit possible.
je crois qu'en Russie, en 1917, il y avait des conditions exceptionnellement favorables, comme j'ai dit, à Pétrograd. Et puis il y avait la guerre. Il faisait que les soldats voulaient arrêter la guerre. Ils tombaient comme des mouches. Bon. Et ils avaient des armes. Et même la révolution de février, c'est quand les flics massacrent les gens, à un moment ils en ont marre, ils prennent leurs flingues et ils descendent les flics. C'est que la population haïssait et appelait les pharaons. Et quand ils en ont tué 100 ou 200, les flics sont barrés en courant et la révolution, ils l'avaient gagnée. Donc les armes, c'est important, mais bon, l'armement du prolétariat, c'est compliqué. Hein. Il faut les trouver, les armes. Il faut savoir s'en servir. En France, il n'y a plus de service militaire, ce qui est un bien, très chiant, mais c'est un problème compliqué. Très bien. Et moi, alors, j'ai pas vu la question, mais je m'octroie un petit peu le droit de te poser la question. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, là, on a parlé de 17, de la prise du pouvoir et tout ça, est-ce que tu pourrais nous détailler quelques mesures qui ont été prises par le gouvernement bolchevique qui étaient un bienfait pour, enfin, les meilleures mesures selon toi du gouvernement bolchevique, tu n'es pas obligé de tout énumérer, mais par exemple il y a tout un tas de questions sur l'organisation du travail, sur l'organisation de la société. Voilà, le best-of, dit Simon. Le top 5 des mesures bolcheviques. La troisième va vous étonner. Si on voulait être sur YouTube, ça serait un bon titre de vidéo. Mais peut-être quelques top 5 codes, top 10, top 3. On te laisse choisir le nombre de mesures. Bah, il donne la terre aux paysans tout de suite. Alors, ce n'était pas le programme originel des bolcheviks. Leur programme, c'était la socialisation des terres. Ce qu'ils voulaient, c'est de grandes entreprises efficaces et autogérées par leurs salariés. Ça, c'était le programme idéal. Mais les paysans ne le voulaient pas. Les paysans, ils voulaient être propriétaires de leurs terres. Donc, la noblesse est expulsée, mais les paysans avaient déjà commencé. Hein, pendant l'été, alors ça, j'ai oublié de le dire, c'est un des trucs, il y a plein de trucs que je n'ai pas dit. Pendant l'été, en juillet-août et jusqu'à la mi-septembre, il y a une flambée dans les campagnes. Partout, c'est comme la Révolution française. Hein. Ils envahissent les domaines seigneuriaux, ils saccagent tout, souvent ils tuent tout le monde, ils prennent les terres et ils font la fête après avoir fait ça. Donc les comités paysans avaient déjà commencé. Le gouvernement le légalise et l'élargit. Toutes les terres sont remises les comités paysans, c'est souvent les structures communautaires hein, autour du village, et donc qui répartissent les terres entre les paysans qui en ont besoin. C'est un truc que Staline annulera après en décrétant la collectivisation forcée hein, et l'esclavage dans les kolkhozes et les sovkhozes. Deuxième truc, c'est la politique pour la paix. Alors, qui aurait pu avoir un impact plus important sur les peuples d'Europe, mais bon, c'est vrai que la révolution a un peu failli pour toute une série de raisons ailleurs en Europe, ce qui a été en dernière instance le problème le plus grave pour la révolution russe, mais c'est un truc très fort. Et ça va créer une crise très grave dans la révolution au mois de mars autour des négociations de Brest-Litovsk. Ça crée quasiment une scission dans le parti bolchevique. Ça crée la rupture avec les SR de gauche qui sortent du gouvernement, qui en plus organisent un coup d'État à Moscou contre le gouvernement qui n'est plus que bolchevique, contre les soviets, avec le truc traditionnel des narodniki. Pour faire avancer les choses, il faut prendre les armes et faire des actions d'éclat. On fait une action d'éclat, on fait un coup d'État. On essaie de prendre le pouvoir. Folie, quoi. Et après, et du coup, comme le parti était divisé, etc., c'est intervenu tard. Et les Allemands ont imposé des conditions draconiennes et la Russie s'est retrouvée limitée à, je ne sais pas moi, 1/5 de l'ancien territoire, en perdant ses ressources naturelles en très grand nombre dans toute une série de secteurs. Et après vient la guerre civile, l'agression impérialiste.
que l'Armée rouge gagne. Donc, ils reprennent, en fait, le contrôle des anciens territoires perdus, mais au prix de souffrances considérables, de beaucoup de morts et de l'épuisement du souffle révolutionnaire initial, et avec un système qui devient de parti unique, puisqu'il n'y a plus d'autres partis. Après, c'est ce qui se passe, quoi. Mais c'est très important, le truc de la paix à tous les peuples. Ils l'ont fait vraiment. Et sur le front donc de l'Est, ils ont déclaré un arrêt des hostilités unilatéral au début. Alors les Allemands, à un moment, disent on va en profiter, on va avancer de 20 km pour voir ce qui se passe. Au début, les soldats ne réagissent pas. À la fin, il y en a quand même certains qui disent non. Mais c'est très compliqué de faire ça quand vous n'avez pas un soutien équivalent dans l'autre pays, quoi, qui n'existait pas encore. La révolution allemande, bon, elle arrive bien plus tard. Elle est d'abord écrasée, enfin les communistes sont écrasés en début 1918, et après, au moment juste après l'armistice, un peu avant, un peu après, les travailleurs et les soldats allemands renversent le régime. C'était aussi un empereur, Kaiser, et instaure une république. Bon, il s'ouvre la révolution allemande, mais très tard, plus d'un an après la révolution russe. Et le troisième truc, c'est ce que je disais à propos du contrôle ouvrier. En fait, les bolcheviks disent aux travailleurs, bon, allez, maintenant, les usines sont à vous, vous organisez ça, vous réorganisez ça. Le problème, c'est que le niveau culturel est faible, malgré tout, le niveau de connaissance, y compris technique. Donc, c'est très difficile de gérer sans un technicien qui était un homme du patron, etc., bon, un directeur. Bon. Et donc, ça va être... et en plus, les travailleurs des entreprises, ils vont avoir tendance à dire que chaque entreprise défend ses propres intérêts, les intérêts de ses propres salariés. Donc, tu as une compétition. Et donc, ça va être rapidement une grosse pagaille. Pour répondre à ça, les bolcheviks, les soviets ont essayé de mettre en place des sortes d'administration d'État par branche d'industrie. Bon, mais ça va être compliqué aussi, parce que là, il y aura assez tôt des phénomènes de bureaucratisation, même sans grand privilège. Hein. C'est des mecs qui sont dans des bureaux plus ou moins chauds et qui ne sont pas obligés d'aller bosser à l'usine. Bon. Mais c'était quand même... il faut dire au lendemain de la Révolution d'octobre et jusqu'au mois de mai, c'est-à-dire jusqu'au début de la guerre civile, il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, qui sont de liberté, de libération, mais sur tous les terrains, hein. Également terrain culturel, terrain des mœurs, terrain et où les travailleurs ressentent réellement leur pouvoir. Mais bon, il y avait le problème que c'était un pays arriéré, c'était pas l'Allemagne, c'était pas l'Angleterre, c'était pas les pays les plus avancés, et que donc c'était plus difficile, avec une classe ouvrière qui était quand même minoritaire dans le pays, largement minoritaire. Donc moi, c'est la paix, la répartition des terres et le contrôle ouvrier, dans n'importe quel ordre. Super, ça nous fait un bon mot pour conclure. Je te remercie. Merci à tout le monde. Merci à vous. À tout le monde d'avoir suivi. Je rappelle qu'on enverra n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions, à nous envoyer vos questions par mail à coursmarxiste.rp@gmail.com. On essaiera d'y répondre. Jean-Philippe disait que c'était un plaisir qu'il allait le faire. Dans tous les cas, on enverra les quelques questions qui ont déjà été posées, on n'a pas eu le temps d'y répondre. On essaiera de rédiger un petit mail qu'on vous enverra tous, ainsi qu'avec une petite bibliographie de différents textes. Il y a beaucoup de choses à lire sur la Révolution russe. Donc, on fera une petite sélection en essayant d'y mettre des films, des livres.
Juste avant de conclure, je vous rappelle que donc lundi prochain, il n'y aura pas de cours du séminaire marxiste. On reprend donc dans une semaine, jeudi prochain, avec la Révolution de 1848. Également, samedi soir, donc samedi 9 à 22 heures, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Révolution Permanente. On va projeter le film Les petites mains visibles sur la grève des travailleuses du nettoyage des gares du 9-3 de 2017, qui a été une victoire. C'est un très joli film, vraiment, je vous invite beaucoup à, si vous pouvez aller le voir, ou sinon essayer de vous procurer le film. Et également, si vous souhaitez nous contacter, discuter avec nous, il y a des cercles de révolution permanente qui sont ouverts à toutes et à tous. On essaie de se regrouper, ça permet de discuter, de pousser un peu plus loin les discussions, de parler pas seulement de théorie, mais également d'actualité, du monde dans lequel on vit. Oui, en tout cas, je vous remercie tous d'avoir été ici et on va pouvoir couper pour aujourd'hui et je vous souhaite à jeudi prochain. Au revoir.